Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur la course au soleil Paris-Nice qui commence aujourd'hui. C'est la 83e édition de cette course par étape 1, si ce n'est la plus attendue de l'année, à l'exception bien sûr du Tour de France, du Giro, de la Vuelta. Aujourd'hui, on a un beau plateau pour cette édition. On a l'ancien vainqueur, Matteo Jorgensen, qui sera là, le tenant du titre. Les précédents vainqueurs, par contre, Tadej Pogačar et Primoz Roglic, les deux Slovènes, ne sont pas là. Maximilian Schachmann, vainqueur lui en 2020 et 2021, sera bel et bien au départ et aussi un concurrent pour la victoire finale. On va regarder d'abord, avant de s'intéresser quand même aux favoris, au profil de ce parcours. Un parcours, c'est classique, hein. C'est du Paris-Nice pur et simple. Ça commence par 2 étapes qui devraient se terminer au sprint. On a ensuite un chrono par équipe qui devrait avoir toute son importance au classement général. On a ensuite 2 étapes pour puncher qui s'annoncent très intéressantes, notamment l'étape 5, où il y a vraiment plein de petites bosses qui devraient donner une étape très animée. On a ensuite encore un dernier petit sprint à la 6e étape avant le week-end classique, les étapes de montagne qui détermineront le vainqueur et le classement général. Au classement général, il y a un favori qui semble au-dessus du lot. C'est évidemment Jonas Vingegaard, le Danois. Il n'a jamais remporté Paris-Nice et il est venu. Il n'est pas dit je viens ici pour me préparer, je viens ici, voilà, l'important c'est le Tour de France. Non, il a dit je veux gagner ce Paris-Nice qui manque à mon palmarès. Et donc, s'il vient pour gagner, c'est rare qu'il ne gagne pas. D'autant plus qu'il n'y aura pas donc ni Pogačar, ni Roglic, ni Evenepoel face à lui. Il aura en plus Matteo Jorgensen, le tenant du titre, pour l'épauler. Car a priori, on voit mal quand même Vingegaard travailler pour Jorgensen, même si c'est Jorgensen le tenant du titre. Face à lui, outre Maximilian Schachmann, comme adversaire, il aura surtout l'équipe Emirates, évidemment. Même sans Pogačar, ça reste une équipe incroyable. Avec le trio McNulty, Almeida, Sivakov, on ne sait pas trop qui est favori dans cette équipe, qui est le leader. Ça pourrait dépendre des conditions de course. Donc ça sera évidemment l'équipe à surveiller. Eux, qui est la team Emirates, qui ont déjà remporté les 2 premières courses à étapes World Tour de la saison, avec Jonathan Narvaez sur le Tour Down Under. Narvaez qui sera d'ailleurs présent sur ce Paris-Nice, et Pogačar sur l'UAE Tour. Autre adversaire, Matthias Kjelmose pour la Lidl Trek. On a Alexander Vlasov qui sera le leader de la Red Bull Bora Hansgrohe en l'absence de Roglic. On a encore Ben O'Connor qui a quitté la Decathlon pour être désormais à la Jayco Alula. Ineos Grenadier vient avec Timen Arensman comme leader. On va voir ce que ça va donner. On a encore Félix Gall pour la Decathlon. Santiago Buitrago pour la Bahrain Victorious. Il est en forme, Buitrago. Et puis on n'oublie pas Ivan Romeo qu'on a vu à son aise sur le Tour UAE, qui sera là le leader de la Movistar. On a enfin, pour la Groupama FDJ, pas de David Gaudu, mais on a Guillaume Martin. Et puis côté français, on a aussi Lenny Martinez, dont on a hâte de voir ses débuts un petit peu sur ce Paris-Nice sous sa nouvelle équipe de la Bahrain Victorious. Voilà les principaux adversaires de Jonas Vingegaard dans ce Paris-Nice. 22 équipes plutôt, 18 équipes World Tour et 4 équipes Pro Tour invitées. C'est la Tudor de Julien Alaphilippe qui sera là. Alors Alaphilippe, il ne jouera pas le général, mais par contre, les 2 étapes, notamment la de 2 punchers, on va même, c'est sûr, le voir à l'attaque. Ça serait beau qu'il nous en claque une. On a aussi invité l'Uno-X Mobility d'Alexander Christophe, la Team Total Energy et puis la Cara Rural qui a également été invitée. Mais aujourd'hui, on ne va pas avoir les Jorgensen, les Kjelmose, les Vingegaard, les Buitrago. Aujourd'hui, c'est du sprint, à moins d'une grosse surprise, car il y a quand même une petite côte là, à 10 km de l'arrivée sur cette première étape de 156 km. C'est plutôt plat. Il y a 3 petites côtes au cours de la journée. Il y a un sprint bonus donc au sommet de cette dernière côte à 10 km de l'arrivée. Puis ensuite, c'est tout plat. Cette côte finale, elle ne fait que 1 km à 6%. Donc, a priori, ça va passer quand même. Pour les sprinteurs, à moins d'une grosse surprise. Ça va être un sprint massif aujourd'hui dans cette étape entre le Perret-en-Yvelines et le Perret-en-Yvelines. Voilà, c'est une boucle autour de ce village. Et les favoris aujourd'hui, le grand favori, celui dont tout le monde parle a priori, c'est Tim Merlier, le champion d'Europe pour la Soudal Quick Step, qui est vraiment le sprinter. Il est en forme en plus, il a remporté 2 étapes sur l'UAE Tour. Mais il aura quand même quelques sprinters face à lui. On a Molano pour la Team Emirates et surtout on a Mats Pedersen pour la Lidl Trek qui semble son plus grand adversaire.
Il y a encore Danny Van Poppel pour la Red Bull Bora Hansgrohe. Il y a Michael Matthews pour la Jayco Alula. On a aussi le duo Tobias Lund Andresen, Fabio Jakobsen pour la Picnic Post-NL qui sera intéressant de surveiller. Puis on a Arnaud Démare pour Arkea BNB Hotel, évidemment. On attend la 100e victoire d'Arnaud Démare. Il s'en rapproche, il n'est pas loin. S'il y arrivait sur Paris-Nice, ce serait incroyable. On a aussi Alexander Kristoff qui lui aussi est en lutte pour aller chercher une 100e victoire en carrière. Voilà à peu près les meilleurs sprinteurs de ce jour et qui vont se disputer la victoire aujourd'hui sur cette première étape de Paris-Nice 2025, 83e édition. On a hâte, c'est parti. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. C'est parti, le kilomètre 0 de la course au soleil. Une course au soleil qui débute sous un ciel gris. Mais bon, c'est normal, le but c'est d'aller vers le soleil justement en descendant vers Nice. Et déjà là, des premières attaques, là, un petit peu dès le départ, on a 2 coureurs qui sont partis. Un coureur des équipes de 2e division, là, un coureur de la Total Energy et un autre de la Cara Rural qui sont sortis. Il s'agit d'Alexandre Delettre pour la Total Energy et de Samuel Fernandez pour la Cara Rural Seguros RGA, le nom total complet de cette équipe espagnole. Ils sont partis là à l'avant. Allez, un autre coureur qui sort en contre du peloton pour les rejoindre. C'est un coureur de l'Intermarché Venti. C'est Taco van der Horn qui est sorti pour rejoindre le duo de tête là, qui sont... Ouais, à mon avis, ça va vite se rejoindre. Ça va faire 3 hommes. Il n'y a personne d'autre pour l'instant qui tente a priori de les rejoindre. Le peloton qui les a laissés partir dès le début de la course. Ça pourrait être une situation assez claire aujourd'hui avec une échappée de 3 hommes. En général, c'est le nombre qu'on aime laisser partir. Parmi le peloton, au-dessus, ça fait un peu beaucoup, un peu trop difficile à gérer. 3, ça va. 3, c'est tranquille. On est à 150 km de l'arrivée. On vient de partir depuis 5-6 km. Et les 3 hommes de tête donc sont parfaitement sortis. Taco van der Horn, Alexandre Delettre et Samuel Fernandez. Ils ont déjà 2 minutes d'avance sur le peloton qui ne les a pas du tout pourchassés. Et personne d'autre n'est sorti. On a donc ces 3 hommes en tête qui vont se disputer aujourd'hui. Probablement, ils y sont à l'avant pour aller chercher le maillot de meilleur grimpeur. Il y a 3 ascensions répertoriées. 3 cols de 3e catégorie avec à chaque fois 3, 2 et 1 point à prendre. Il n'y a pas de sprint bonus par contre, sauf un à 10 km de la fin, au sommet d'une dernière bosse qui ne comptera pas pour la montagne, mais comptera, on va dire, un petit peu pour le sprint, mais il est fort probable qu'il soit repris d'ici là. Et on verra donc qui ira faire ce sprint intermédiaire, ce sprint bonus. Est-ce que les échappés tiendront ou est-ce que ce sera le peloton? Par contre, pour les points de la montagne, ça devrait le faire pour ces 3-là qui sont partis pour être à l'avant toute la journée. On approche du sommet de la première difficulté du jour, la côte de Villiers-Saint-Frédéric, 1,2 km à 6,7% de moyenne. On la franchira à 2 reprises. La dernière fois, ça sera à 22 km de l'arrivée. Là, on est encore loin de l'arrivée, on est plutôt à 122 km. Et on aura donc 100 km entre les 2 ascensions de cette côte. Et on va voir là, c'est évidemment l'intérêt du jour, l'intérêt de cette échappée, c'est qui va prendre les points entre ces 3 hommes, qui est le meilleur grimpeur, le meilleur puncher, plutôt, qui a la meilleure accélération dans ces pourcentages un petit peu entre Taco van der Horn, entre Samuel Fernandez et entre Alexandre Delettre. Notez qu'ils n'ont pas beaucoup d'avance sur le peloton, c'est monté jusqu'à 2 minutes 30 maximum. Et ça a petit à petit descendu. Là, on n'est plus déjà qu'à 1 minute 30. Alors, le but, c'est pas de les reprendre, mais voilà, on leur laisse une laisse très courte pour ce trio de tête. Et allez, c'est parti. Avec les 3 hommes qui se lancent. Pour l'instant, c'est Alexandre Delettre qui semble le mieux parti. Il fait la différence. Alexandre Delettre, ça ne suit pas derrière. Le coureur de la Cara Rural, Samuel Fernandez qui est distancé. Taco van der Horn est encore derrière. Il fait à peine le sprint et voilà, c'est Alexandre Delettre qui va passer en tête au sommet. Il a gagné facilement ce sprint. Là, il passe avec bien 20 mètres d'avance sur Samuel Fernandez qui prend la 2e place et qui prend 2 points, 3 points pour Delettre, 2 points pour Fernandez et 1 point pour Taco van der Horn qui passe là en 3e position sur la ligne au sommet de cette première côte de la journée et de Paris-Nice tout court.
C'est Delettre qui a été le plus punchy, qui a gagné ce sprint à 3 là. Et voilà, il va devoir défendre ce maillot qu'il a virtuellement sur les épaules lors des 2 prochaines ascensions de la journée. Et il pourrait être sur le podium ce soir avec le maillot de meilleur grimpeur de Paris-Nice. C'est évidemment pas rien quand on est un coureur de deuxième division avec la Total Énergie pour Alexandre Delettre. Mais bon, le chemin est encore long pour les échappés. 100 km de l'arrivée, les échappés qui ont une petite minute d'avance sur le peloton qui les tient à distance plus que raisonnable. Mais pour l'instant, ils sont toujours devant. On va faire un petit focus sur l'un d'entre eux. On va s'intéresser aux Français, puisqu'il y a un Français devant, Alexandre Delettre, qu'on ne connaît pas beaucoup en plus. Et puis il a une carrière étonnante, le Français de 27 ans. Il a beaucoup changé de club et surtout, il a beaucoup changé de division. Écoutez, donc plutôt en 2019, il a rejoint la Delco, une équipe continentale de 3e division, en provenance du club de Villefranche-Beaujolais. Puis il est retourné en 2020 dans le club de Villefranche, donc au niveau complètement amateur. Puis en 2021, il est retourné à la Delco, qui évoluait cette fois-ci en division Pro Tour, en seconde division. Il monte directement en World Tour en 2022 en rejoignant la Cofidis, où il passe 2 saisons, avant de retourner en 2024 du côté de la Saint-Michel-Mavic-Aubert 93 en division continentale. Donc il retourne là en 3e division à partir du World Tour. Et cette saison, il vient de signer à la Team Total Energy en Pro Tour, en seconde division. Donc il a basiquement passé de 1, 2, 3 niveau club. Chaque année, il change de division. Il est donc à la Team Total Energy cette année. Le coureur Alexandre Delettre qui ne compte aucune victoire professionnelle, mais beaucoup de bons classements, de podiums, de top 5 sur des courses françaises. Sur les boucles de l'Aune, sur la route Adélide Vitré, Paris-Camembert. Il a été sur le podium à chaque fois. Il a fait 5e du classement général des 4 jours de Dunkerque, 4e des Tours des Alpes-Maritimes et du Var, 4e également de la Polynormande. Voilà, donc pas mal de bons résultats, mais jamais de victoire. Puis cette saison, il est plutôt pas mal sur les courses françaises. On l'a vu à son avantage, 12e du Grand Prix La Marseillaise, 14e du classement général de l'Étoile de Bessèges, 13e de la Faune Drone Classique. Voilà, des résultats intéressants pour Alexandre Delettre. Et du point de vue de sa carrière en Grand Tour, il a participé une fois à un Grand Tour. C'était au Giro 2023. Il était alors sous les couleurs de la Cofidis. Il avait fini ce Giro à une 88e place anonyme. Il n'avait jamais réussi à se montrer sur les étapes. Il n'avait jamais fait mieux que 42e. Et puis il a participé aussi à 3 monuments, 2 Paris-Roubaix et 1 Milan-San Remo, où il n'a jamais non plus vraiment brillé. 70e sur Paris-Roubaix reste son meilleur résultat. Mais voilà, Alexandre Delettre, une carrière un petit peu de fait de haut et bas, de montée et de descente. Il est désormais du côté de la Team Total Energy en Pro Tour et surtout à l'avant. Aujourd'hui est en tête du classement du meilleur grimpeur, après seulement une ascension. La seconde d'ailleurs ne devrait plus tarder et on va voir s'il va encore une fois s'imposer avec autant de facilité qu'il s'est imposé sur la première. On arrive au sommet de la côte des 17 tournants. Pas très difficile, 1,2 km, 5,3% de moyenne. C'est facile, ça va se jouer encore au sprint. Est-ce que Delettre, là qui s'élance, va être encore le plus prompt, le meilleur? Il semble devancer, oui, il va encore devancer. Il est plus fort, il passe en tête devant l'Espagnol. C'est le même classement, voilà, c'est le même classement. Delettre qui passe en tête avec un petit avance sur Fernandez, l'Espagnol de la Cara Rural, et Taco van der Horn qui ne s'en est pas vraiment mêlé, qui prend la 3e place. 6 points désormais pour Delettre, 4 pour Fernandez, 2 pour Taco van der Horn. On est à 86 km de l'arrivée et l'écart qui diminue, l'écart qui est passé sous la minute. On a vu la Lidl Trek de Mats Pedersen, la Soudal Quickstep de Tim Merlier rouler. On a aussi l'Alpecin de Koenig qui roule pas mal, ou encore la Cofidis. Donc voilà, des équipes qui veulent s'assurer que l'échappée n'ira pas au bout. Et a priori, vu le faible écart, on en est sûr. Ça c'est trop raccourci. Et là, Samuel Fernandez, il décide d'attaquer. Là, l'écart qui n'est plus que de 17 secondes entre le peloton et les hommes de tête. Du coup, ils étaient sur le point de se faire reprendre. Et l'Espagnol, il s'est dit, non, on a encore... on est à quoi, 61 km de l'arrivée. Il y a encore moyen de peut-être chercher quelque chose. Le but, ce serait d'arriver, bien sûr, encore là pour la dernière ascension du jour. Mais elle est encore loin. La dernière ascension du jour, elle est dans encore une quarantaine de kilomètres.
Il faut donc résister et il est à partie. Et finalement, Alexandre Delettre a réussi à le suivre, mais pas Taco van der Horn. Taco van der Horn, il connaît les échappées. Hein. Lui, le maillot de meilleur grimpeur, on a vu que ça l'intéressait pas trop. Être le combatif du jour, il s'en fout aussi un petit peu. Lui, ce qu'il aime, c'est les victoires d'étape. Il se dit que peut-être c'était possible. Il voit que c'est pas possible. Il a abandonné. Ils sont donc plus que 2 devant. Suite à l'attaque de Fernandez, Delettre est revenu sur lui. Alors, il discute, il se dit allez, on s'entend. Et ils ont repris immédiatement un petit peu de temps. Hein. Ils ont accéléré, ils ont 33 secondes d'avance. L'objectif pour eux, c'est de tenir jusqu'à la dernière ascension et se livrer encore une dernière fois, une dernière bataille pour ces points de la montagne. Une bataille qu'Alexandre Delettre a pour l'instant gagnée à 2 reprises. Allez, ça va s'arrêter pour l'échappée. On vient de passer les 50 km de l'arrivée. Ils se sont battus jusqu'au bout. Hein. L'écart est descendu à 5 secondes. Ils ont remonté à 20 secondes. Mais là c'est fini. Alexandre Delettre et Samuel Fernandez qui sont repris à l'instant par le peloton. Ils se font un petit check. Et on verra peut-être que lors de la dernière ascension, ils vont rester bien placés. Ils vont aller attaquer juste pour prendre les points qui restent. Notamment Samuel Fernandez. Hein. Il a seulement 2 points de retard. Donc si jamais il s'impose et que Delettre n'est pas là pour faire le sprint, il prend 3 points de plus. Et c'est lui qui serait le maillot de meilleur grimpeur ce soir. Donc il est possible quand même qu'on les revoie lors de la dernière ascension, même s'ils sont à l'instant repris par le peloton. Le sprint massif se confirme. Les favoris, les équipes des principaux favoris sont là. Je les ai dit, les principaux favoris, les sprints Merlier, Pedersen, Molano, Van Poppel, Matthews. Il y en a quelques-uns que je n'ai pas cités, notamment comme les Italiens Dainese de la Tudor, Albanese de IF. On a Samuel Watson pour la Ineos Grenadier. On a Garcia Cortina pour la Movistar. On a Mike Tennyson pour Astana, pourquoi pas. Côté français, je pense que peut-être Emilien Janière du côté de la Total Energy pourrait faire le sprint aussi. Et puis voilà, d'habitude je fais le favori, mais en fait je me suis rendu compte que les favoris, c'est pas le plus important, parce qu'on les connaît les favoris. On va faire plutôt les coureurs qui pourraient créer la surprise. Et j'ai vu la Cofidis travailler beaucoup, et du coup, ça veut dire qu'ils ont confiance en leur sprinter. Leur sprinter, c'est Stanislav Aniolkowski. Et c'est sur lui qu'on va faire un petit focus sur sa carrière désormais. Le Polonais Aniolkowski, 28 ans. Il est à la Cofidis depuis 2 ans. Oh là, non, attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite chute. Qu'est-ce qui se passe? C'est plus un embouteillage qu'une chute. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une barrière de sécurité au milieu de la route. Mais c'est incroyable. C'est des coureurs de l'Ineos là, qui sont une barrière de travaux là, au milieu de la route. C'est embouché. Ouais, on a 3 coureurs d'Ineos. 3 coureurs d'Ineos qui sont... Sam Watson, tiens justement, je viens de me parler, qui est retardé. Il y a Joshua Tarling et Magnus Sheffield. Alors, il n'y a pas Timen Aretsman, le coureur général, mais là, 3 coureurs Ineos. Ils ont l'air OK, ils sont tous debout. Ils sont un peu tombés. Tarling, il regarde son bras, là, donc ils ont dû tomber. Et ils attendent des nouveaux vélos. Mais alors, comme ils sont 3, il faut 3 nouveaux vélos. Et ouais, on n'a pas vu ce qui s'est passé, mais étonnant, là, ce moment avec cette barrière au milieu. Il y a peut-être eu le vent qui a poussé la barrière, je sais pas, ils ont dû s'accrocher en tout cas. Et ils sont repartis. Le 3e vélo arrive et ils sont de nouveau tous les 3 sur la route. Il va falloir un petit effort, mais je pense qu'on est encore loin de l'arrivée. Hein. Ils devraient réussir à rentrer sur le peloton. En tout cas, ils n'ont pas eu trop de dommages. Ouais, en fait, il y a une côté de la route qui est en travaux. Et du coup, il y a une barrière pour protéger là. Et la route se rétrécissait un petit peu trop rapidement et ils ne sont pas passés. Ça a fait un embouteillage, il y en a un qui a dû tomber. Mais ça va, pas trop de dégâts. Je vais pouvoir revenir à mon Aniolkowski, mon Polonais. Je disais donc qu'il vient de signer, il a signé l'an passé à la Cofidis. Il avait auparavant été d'abord en division continentale entre 2017 et 2020, avant de rejoindre la Pro Tour en 2021 avec l'équipe belge de la Bingoal Powell Sauce. Et puis en 2023, il a passé une saison dans l'équipe américaine de la Human Powered Health, avant donc de signer en World Tour à la Cofidis l'an passé. Il compte 5 victoires en carrière, 2 victoires sur le Tour de Roumanie en 2019. Il a été champion de Pologne de la course en ligne en 2020 et puis il a remporté en 2023 2 étapes du Tour de l'Hélas en Grèce. Donc voilà, pas des courses les plus prestigieuses. Par contre, l'an passé, on a vu Aniolkowski sur le Giro. C'était son seul tour auquel il a participé. Et il a fait deuxième d'une étape derrière Jonathan Milan. C'était lors de la 13e étape au sprint, hein, évidemment. Il est passé pas loin d'un énorme succès, Aniolkowski.
Et on l'a aussi vu sur les monuments, par contre, beaucoup moins. 2 Paris-Roubaix, 2 Tours des Flandres, pour jamais mieux qu'une 46e place sur Paris-Roubaix. Mais voilà, il est un bon sprinter. Et cette saison, on l'a vu également en forme sur le Trofeo Palma, la course espagnole, où il a terminé 2e derrière le Portugais Yuri Leitão. Là encore, évidemment, c'était une arrivée au sprint. Il a devancé des coureurs comme Guilherme, Dainese, Demar, par exemple, qui sont là aujourd'hui, Demar et Dainese. Donc voilà, Aniolkowski, c'est le petit outsider du jour. Et on va voir ce qu'il va faire. En tout cas, la Cofidis, qui travaille beaucoup, semble croire en lui. Allez, on est à 45 km de l'arrivée. Il n'y a plus d'échappée devant. Par contre, il y a un groupe de retardés derrière, qu'on nous appelle le groupe Sheffield, avec Tarling, avec Watson, qui est à 1 minute derrière le peloton et qui va devoir travailler un petit peu pour rentrer. Allez, on attaque cette deuxième passage sur la côte de Villers-Saint-Frédéric. Est-ce que Delettre et Fernandez vont se montrer pour aller chercher des points? Mais ça va aussi jouer, ça roule très vite. Dans le peloton, il y a beaucoup de placements. Il y a aussi des coureurs qui vont peut-être vouloir surprendre des sprinteurs, parce que ça monte quand même. Il y a un petit passage à plus de 15%. Donc forcément, pour des sprinteurs, si ça va à fond, ça peut être un peu dur. Elle est courte, 1,2 km à 6,7%. Mais bon. Et c'est la Tudor là, qui mène à fond devant, avec Julien Alaphilippe bien placé. La Visma Lease Bike aussi bien placée. On ne veut pas qu'il y ait des... surprendre les classements, les coureurs du général qui sont là. À mon avis, ça va être compliqué pour Delettre et Fernandez de prendre des points là, parce que ça va très vite. C'est Victor Kampenaerts pour la Visma Lease Bike, le moustachu belge qui a rejoint la Visma Lease Bike cette saison, qui est en tête et qui met le tempo. On voit pas les équipes de sprinters. Finalement, ça va trop dur. Il y a la Red Bull Boransgro quand même qui est bien placée. Et allez, il y a une attaque là, et c'est Julien Alaphilippe qui attaque. Ah, c'est Julien Alaphilippe qui attaque. Là, on est à 200 mètres du sommet. Est-ce qu'il y va pour les points ou il a ambition d'être... Ah, je pense que c'est pour l'étape là qu'il a. Il a Jorgensen dans sa roue, donc forcément, il faut que ça réagisse derrière pour les favoris. C'est Vlasov pour la Red Bull Boransgro qui doit sortir derrière. On ne s'attendait pas à ça aujourd'hui. C'est vrai que ça monte en fait beaucoup là. Et Julien Alaphilippe qui laisse passer finalement Jorgensen. C'est Jorgensen qui prend les 3 points devant Julien Alaphilippe. Et derrière Jorgensen, il donne pas tout, ça revient un petit peu, mais là il y a des sprinteurs en tout cas. Je pense que ça n'aura pas fait de dégâts au classement général, mais derrière il y a des sprinteurs. Voilà, on voit Christophe par exemple là. Ouah, ça va être très dur pour Christophe. Et du coup forcément derrière le peloton quand même, voilà, Alaphilippe, Jorgensen sont repris, mais le peloton qui continue de faire un gros rythme. Je pense que la Lidl Trek, qui a Mats Pedersen, qui on va dire est le meilleur grimpeur des sprinteurs, va vouloir rouler. Et voilà, on voit des coureurs lâchés là. Max Walscheid, qui est aussi un bon sprinter, qui travaille normalement peut-être pour Michael Matthews. On a Samuel Watson aussi là en toute fin du peloton. Et il reste une ascension surtout. Et c'est ça qui va être intéressant. Parce que là, on peut voir probablement Alaphilippe peut-être refaire une attaque. Parce qu'en plus, au sommet de cette dernière ascension, c'est pas des points de la montagne, c'est le sprint intermédiaire. Et il y a 6 secondes à prendre. 4 et 2 secondes pour le deuxième et le troisième. Donc... en plus de la montée qui est encore 1 km à 6,2%, c'est la montée des Ménules. Il y a des secondes bonif à prendre et donc peut-être que les coureurs du général vont encore s'étriper et ça pourrait mettre des sprinteurs en difficulté. Je pense pas que le peloton arrivera à 100% de ses unités. On a vu notamment Christophe en grande difficulté alors qu'il reste encore une ascension. Et au sommet de cette ascension et de ce sprint intermédiaire, il restera moins de 10 km jusqu'à l'arrivée. Alors ça sera tout plat, mais le rythme sera tellement rapide que ça sera dur de revenir si on s'est fait distancer dans cette dernière ascension. Alors comment elle va se passer cette ascension? On est à 11 km de l'arrivée, on attaque le début donc de cette côte des Ménules. C'est 1 km à 6,2%, c'est pour l'instant Joshua Tarling qui fait le tempo devant. Il y a un petit passage pavé, tiens là. Alexander Christophe qui a été lâché dans la dernière ascension et réussi à revenir. Il a 3 équipiers qui l'ont attendu. Il est de retour dans le peloton, mais bon, ça veut dire que ça va être dur s'il se refait lâcher sur ce coup-là. Pour qui les secondes bonus? Est-ce que c'est pour simplement des sprinteurs? Est-ce que c'est pour... c'est Buitrago. C'est Buitrago qui attaque. Clairement, c'est les coureurs du général qui veulent prendre les secondes. C'est pas forcément pour empêcher un sprint massif, c'est pour les secondes. Il a Nilsson Paules dans sa roue et Jorgensen derrière lui et Brandon McNulty. Il y a 3 Américains qui poursuivent le Colombien. Et derrière, il y a un bon trou là qui s'est fait. Il n'y a pas Vingegaard. Allez, pour qui les secondes? A priori, ça va se jouer entre ces 4-là. Paules, Jorgensen, Buitrago et McNulty.
Derrière, on a un coureur de Tudor, probablement Michael Storer qui tente de revenir. Non, c'est Alaphilippe qui en fait ramène un petit peu tout le monde. L'écart qui se réduit. Et allez, c'est McNulty qui du coup en remet une. Jorgensen dans la roue. Et Buitrago, il a beaucoup donné, mais il s'accroche dans la roue de Jorgensen. Nelson Poles. Plus d'écart avec le peloton. Mais ça a évidemment étiré tout le monde. Et il va y avoir un dernier sprint pour les secondes. Est-ce qu'un autre de ces coureurs, alors que c'est qui, c'est un coureur de la Groupama là qui y va? Est-ce que c'est Guillaume Martin? Non, c'est Thibaut Gruel qui y va. Et allez, Jorgensen qui le contre. Il a Narvaez dans sa roue, c'est plus McNulty. Ah, Narvaez, forcément, sur des moments comme ça, c'est lui le plus fort. Ouais. C'est Narvaez qui prend les 6 secondes devant Jorgensen. Et c'est un Ineos qui prend derrière les 2 secondes. Peut-être Magnus Sheffield. Étonnant ce qui s'est passé. C'est Narvaez qui prend les 6 secondes, alors que c'est pourtant dans l'équipe Emirates, c'est pas celui qu'on attend pour le classement général. On attend McNulty, on attend Almeida, on attend Sivakov. Et bah, c'est un 4e qui prend les secondes là, en la personne de Narvaez. Et du coup, les sprinteurs, on n'a pas vu s'il y a des sprinteurs qui ont été lâchés. Ça allait évidemment très vite. On a vu Pedersen qui lui était bien placé évidemment. Par contre, les autres sprinteurs, certains ont été lâchés? C'est pas impossible. Alors qu'on a vu un souci pour Clément Champoussin là. Clément Champoussin dans l'ascension, qui a eu dû changer de vélo, mais ça devrait aller. Alors qu'attention, il y a une attaque là dans le peloton. C'est Thibaut Gruel qui retente d'y sortir. Ah non, c'est Stéphane Kung qui retente un coup, comme il l'avait fait il y a pas si longtemps sur Omloop Newsblad, mais ça n'a pas marché. Et derrière, ça peut pas s'organiser le peloton. Il y a des attaques de partout. Là, c'est Tarling. C'est Tarling qui est parti avec Trentin dans sa roue et avec Skelmose pour la Lidl Trek qui est aussi là. Ça attaque de partout et du coup, c'est aux équipes de sprinteurs. Mais les équipes de sprinteurs, elles sont toutes désorganisées. Et forcément, leurs sprinteurs sont probablement un petit peu loin dans le peloton. Il faut le retrouver après toutes ces attaques, ce rythme à fond dans la montée. On sait pas trop, on s'est un peu perdu. Et là, c'est un trio là qui vient de partir. Tarling, Trentin, Skelmose. Alors Skelmose, est-ce qu'il va rouler? Parce que Skelmose, il est dans la même équipe que Mats Pedersen. Il n'a pas l'air de rouler, non. Et du coup, c'est bien joué. Mais il ne roule pas. C'est Pedersen qui est le favori du jour. Lui, il est au bel... Alors, qui est-ce qui va rouler dans le peloton? C'est Arkea Samsic. C'est Arkea Samsic qui roule. Ils ont trouvé Desmar. C'est-à-dire que Desmar doit être là. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est la seule équipe organisée pour reprendre ce trio qui vient de partir. On est à 6 km là, de l'arrivée. Allez, on voit Tim Merlier qui est bien placé. La Picnic Postenel qui roule aussi. Donc Jacobsen doit être là ou au moins Tobias Lund Andresen. Ça y est, ça commence à s'organiser. Et en plus devant avec Skelmose qui passe pas de relais, forcément les deux autres, ils vont peut-être pas l'emmener jusqu'au bout comme ça. Ça va pas forcément aider cette petite échappée là. Ils ont 7 secondes d'avance. Le peloton est bien fourni. En tout cas, je vois, il doit être au complet à quelques exceptions près. La plupart des sprinteurs vont être là. Et dans le peloton, c'est la Visma Lease Bike là, qui se met à rouler. Alors que pourtant, ils n'ont pas vraiment de sprinteurs, la Visma. Mais ils s'inquiètent de voir Skelmose devant. Là. Si Skelmose, imaginons, il s'impose avec 10 secondes d'écart sur le peloton, ça lui fait 20 secondes de prix d'avance. Sachant que Paris-Nice, ça se joue jamais, rarement à la minute. C'est dangereux. Et du coup, c'est Campenarts qui roule. Et quand Campenarts roule, en général, ça revient. Allez, on passe les 3 km. Et c'est la Team Emirates qui s'y met aussi avec Nils Politz. Et forcément, là, Politz plus Campenarts, plus un Skelmose qui ne roule pas devant. Et ben ça va condamner l'échappée. Là, ils vont être repris. Franchement, si Skelmose avait roulé, ça aurait peut-être pu marcher. Mais là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Oula, il y a un Jumbo Visma là qui allait dans l'herbe. Ça va, il s'en est sorti. Ça se pousse, ça se bat pour les places. Et voilà, ils sont repris et ouais, bon, bah c'est étonnant ce qu'a fait Skelmose. Si Pedersen ne gagne pas l'étape au sprint, ils ont fait une petite erreur tactique là, de ne pas tout donner dans cette échappée. 2 km et il y en a de partout. Là, on ne voit pas de train bien déterminé. C'est un coureur par-ci, un coureur par-là. Désormais, c'est un coureur de la Tudor qui roule. On roule pour Dainese du côté de la Tudor. Christophe qui est bien là. Mon Polonais Aniolkowski est aussi bien placé. Imaginez qu'il gagne. Là, je suis content de mon prono. Hein. Allez, la flamme rouge.
C'est un coureur de la Soudal Quick-Step qui mène. Désormais, un coureur de l'Alpecin. Il y en a de partout. Un coureur de l'Intermarché. Il n'y a vraiment aucun train. Il n'y a aucun train. C'est n'importe quoi. Ça va vraiment être... voilà, c'est du placement. Faut à peu près qu'ils se débrouillent tous tout seuls. Attention, il y a un gros virage là. Et désormais, c'est 600 mètres. Et puis, c'est tout droit. C'est l'Alpecin qui, pour l'instant, fait la tête. Ah, ça y est, ça se met en rythme pour la Soudal Quick-Step qui est bien placée aussi. Il a Pedersen dans la roue de Tim Merlier. On a la Bahrain Victorious aussi qui est bien placée pour Fred Wright. Oh là là, il y en a de partout pour l'instant. C'est Tim Merlier qui lance. Walscheid pour la Astana. Tim Merlier de l'autre côté. On a la coureur de Arnaud Desmar qui prend... Oh, victoire facile pour Merlier. Mais Desmar qui fait 2, pardon. Mais Merlier, il s'impose assez facilement. Et c'est peut-être bien Alberto Dainese qui fait 3e. Tim Merlier, là, il n'a pas laissé de suspense. Là, il n'a pas besoin de la photo finish. Hein. C'est un sprint très très court. Comme il n'y avait pas de train, ça a tout lancé. Ça a lancé tard. Allez, on va revoir le ralenti. Il n'y a personne qui a d'équipier. Hein. Il part, il a un Alpecin dans la roue, il le déborde. Et il passe et il domine vraiment le sprint alors que Pedersen, lui, est complètement bloqué. Ouais, Desmar et Dainese. C'est déjà la 5e victoire de Tim Merlier cette saison. Après 2 victoires en Arabie Saoudite sur l'Alula Tour et 2 victoires aux Émirats Arabes Unis sur l'UAE Tour. Il s'impose donc dans cette première étape de Paris-Nice. C'est également sa 55e victoire en carrière pour le Belge de la Soudal Quick-Step. Il devance donc Arnaud Desmar qui fait une très belle 2e place, mais dont le compteur reste bloqué à 97 victoires professionnelles. Alberto Dainese pour la Tudor qui vient chercher la 3e place. Et puis derrière, on a Juan Sebastian Molano pour la Team Emirates qui fait 4e. Axel Zingle qui a rejoint la Visma Lease Bike cette saison et qui a fait le sprint et qui termine 5e. Belle place aussi pour le Français. Yevgeny Fedorov pour la Astana qui prend la 6e place. Mick Van Dierk pour la Red Bull Bora-Hansgrohe 7e. Timo Kilic pour l'Alpecin de Koenig termine 8e. Vincenzo Albanese pour l'IF Easy Post 9e. Et Max Walscheid qui termine 10e pour le Jayco Alula. Puis mon petit outsider Aniolkowski, il finit 11e. Il finit aux portes du top 10. Dommage pour le coureur de la Cofidis. Il finit quand même juste devant Mats Pedersen, qui termine par contre à une décevante 12e place, devant encore tous les autres sprinteurs qui sont là. Janière 13e, Lund Andresen 14e, Wright 15e ou encore Alexander Christophe 16e. Du côté des favoris, tout le monde a terminé dans le peloton. Il y a quelques coureurs qui ont perdu du temps, mais aucun coureur du classement général. On a notamment quand même les sprinteurs Samuel Watson et Danny Van Poppel qui n'ont donc pas pu participer au sprint. Le dernier de l'étape, c'est Per Strand Hagenes, le Norvégien de la team Visma Lease Bike, qui termine dans un groupe à 6 minutes et 55 secondes du vainqueur du jour, Tim Merlier. Et Tim Merlier qui, bien sûr, en profite pour prendre également le maillot de leader. Il devance Arnaud Desmar et Jonathan Narvaez qui a pris les secondes bonif de 4 secondes, et Alberto Dainese et Matteo Jorgensen de 6 secondes et Magnus Sheffield de 8 secondes. Le reste du peloton est lui à 10 secondes avec Molano, Zingle, Fedorov et Van Dierk dans le top 10. Et Tim Merlier, il prend également la tête du classement par points. Là aussi, c'est le même podium devant Arnaud Desmar et Alberto Dainese. Et au classement de la montagne, par contre, c'est les échappés. Et c'est Alexandre Delettre qui devance Samuel Fernandez et Matteo Jorgensen qui a pris 3 petits points, qui est déjà 3e de ce classement. Enfin, au classement du maillot du meilleur jeune, c'est Magnus Sheffield qui est le seul coureur de moins de 25 ans qui a pris des secondes. Il a pris 2 secondes de bonus là, au sprint intermédiaire. Et du coup, il devance Yevgeny Fedorov et Mick Van Dierk. Demain, nouvelle étape pour sprinter. Elle sera encore plus plate qu'aujourd'hui. Donc là, il n'y aura vraiment pas de suspense quant au sprint final. Donc 2 côtes répertoriées de 3e catégorie plutôt en début d'étape. Un sprint intermédiaire plutôt en fin d'étape. Et une arrivée toute plate. Ça sera l'arrivée à Bellegarde pour cette 2e étape de Paris-Nice qui devrait tomber encore dans l'escarcelle d'un sprinter et avoir la facilité à laquelle Tim Merlier s'est imposé aujourd'hui avec 3 vélos d'avance sur Arnaud Desmar. Il sera encore évidemment le grand favori de cette étape demain.
Salut à tous, salut à toutes.